Bonjour très chers auditeurs et bienvenue en direct. Il est pile 11h30 pour notre émission de la rentrée. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Avant toute chose, j'ai envie de vous souhaiter une merveilleuse année 2019, qu'elle puisse vous apporter de l'amour, de la magie, beaucoup d'inattendus heureux et voilà, beaucoup de surprises, beaucoup de belles intentions. J'écrivais un texte justement sur la fin des résolutions pour laisser place plutôt à des intentions positives, pas qu'on se mette directement des bâtons dans les roues en se disant j'attends ça de moi avec exigence, mais plutôt de mettre en place une forme de douceur, d'indulgence, à s'accompagner évidemment à des transformations, puisqu'on a tous envie, je pense, chaque année de s'enrichir encore un peu plus. Et donc c'est le cas de notre invité qui nous enrichit depuis déjà plusieurs années sur cette antenne. C'est toujours un bonheur et c'est très symbolique de reprendre l'antenne radio. Nos casques ne marchent pas, je sais pas si on va réussir à transformer ça pendant l'émission, mais en tout cas je suis vraiment ravie de le retrouver. Bonjour Stéphane Hérault. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous, et puis bonne année, meilleure bonne vœux pour année, cette cher nouvelle Stéphane. année. Comment s'est passé ce passage pour toi dans cette année 2019 ? Un passage entouré, dans la joie, dans la fête. On avait une retraite, la retraite du Nouvel An, où justement nous avons encadré une quarantaine de personnes avec l'équipe sensorialiste et des amis intervenants, où nous avons passé vraiment ce temps à laisser mourir naturellement l'année 2018 et en prendre toutes les forces et la saveur pour justement les retranscrire dans cette année 2019 et puis apporter cette fraîcheur et voir naître cette année 2019. C'est cyclique, toutes ces années reviennent encore et encore. Bon, c'est que chez les êtres humains, parce que chez les animaux, il n'y a pas de passage du Nouvel An en tant que tel, mais en tout cas chez les êtres humains, on a ce grand plaisir de pouvoir le savourer. Et ce que j'apprécie le plus, tu vois Nathalie, c'est vraiment l'amour qui est déployé. Alors bien sûr, il y aura des nouvelles résolutions, peut-être on va réussir à les réaliser ou pas, et je dirais que ça c'est secondaire. Mais l'intensité de la joie qui est partagée, cet amour, ces sourires, ça donne déjà une belle impulsion pour 2019 ou pour chaque début d'année. Donc c'est surtout ça que je retiens. On l'a passé important, vraiment. mais tu me le disais hors antenne avant qu'on démarre, l'importance d'être soi-même heureux et joyeux, oui. Pour finalement en faire profiter les gens autour de nous. C'est ça qui rend les autres heureux aussi, oui. C'est de pouvoir profiter de la joie qui nous anime, parce que justement on a mis en place une vie qui est en alignement avec ce que l'on est. Et je crois que c'est vraiment à chaque année ce chemin de se dire ok, je fais le bilan de peut-être certaines peurs, certaines angoisses que j'ai envie de prendre en charge, de laisser partir aussi. À chaque année on évolue, on grandit. C'est pas vrai. Que enfant où on s'enrichit et on apprend. Je pense que tout au long de la vie, évidemment, l'existence est notre plus grande école. Ça c'est vrai. Et ce que j'apprécie beaucoup, tu vois, c'est aussi dans ce passage, on accueille une nouvelle année. Mais il y a un point essentiel, c'est que cette nouvelle année ne se fera pas sans nous. Et on n'aboutira pas à l'autre année sans nous aussi. Donc, on joue un rôle important dans cette année. Donc, comment je vais porter... On souhaite la bonne santé aux uns et aux autres, mais est-ce que je prends soin de ma santé ? On souhaite le succès aux uns et aux autres, mais est-ce que je mets aussi les pierres à l'édifice pour consolider aussi le succès de ma vie ? Est-ce que je deviens aussi le magicien de ma propre vie ? Ça, c'est aussi important. Parce que, en fin de compte, l'acteur de cette année nouvelle, c'est nous. Puis mais c'est important qu'on puisse le répéter aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur existence est finalement insignifiante et qu'ils ne feront pas forcément la différence à leur échelle. Exactement. Et on se rend compte avec toutes les initiatives. Moi, ce qui m'a beaucoup touché ces derniers mois, c'est de voir tous ces gens, par exemple, tous ces jeunes qui ont des chaînes YouTube se réunir. Là, on a vu une vidéo passer où on a tous signé plus ou moins une pétition où on attaque l'État français en justice pour qu'il puisse réduire notamment ses gaz à effet de serre et qu'il puisse avoir évidemment des interventions qui permettent qu'on puisse sauver aussi notre planète Terre. Exactement. Donc on sent qu'il y a un mouvement et que chacun comprend que à son échelle, notre individualité, elle est importante à incarner. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie de cette humanité et que si on ne sait pas déjà se rendre responsable à sa hauteur, on peut toute notre vie accuser l'extérieur. Ce sera quand même aussi une forme de malhonnêteté. C'est ça. Alors bien sûr, c'est une très belle initiative. Ça, c'est en tout cas chapeau, en tout cas pour la lancer, parce que ça demande aussi de la détermination. Et aussi, je dirais, où j'en suis dans mon climat intérieur, moi. Toutes ces tempêtes que j'ai, toutes ces volcans qui fusent, etc. Où est-ce que j'en suis dans mon climat intérieur ? Parce que c'est vrai, alors bien sûr, on peut jeter le blâme à toute la société, à toutes les personnes qui en abusent, etc. Mais d'un certain côté aussi, où est-ce que j'en suis dans mon climat intérieur ? Parce que, comme je disais, l'année nouvelle ne se fera pas sans nous. Et la contribution à cette année nouvelle ne se fera pas sans nous aussi.
Donc où j'en suis? Alors, on est l'acteur de notre année, mais aussi, on est le créateur de cette année, de cette vie que nous avons. Et je dirais que c'est important de se dire, oui, je peux faire la différence, mais est-ce que j'entreprends moi-même déjà le changement? Alors c'est vrai, on avait vu passer, c'était un certain temps, c'était certainement dans une institution comme l'ONU ou je sais plus telle autre institution, et c'était des petits schémas qui passaient sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux, et tu avais une personne au pupitre qui disait qui veut le changement, et puis tu avais tout le monde dans l'assemblée qui levait les mains, oui, on veut le changement, et puis la deuxième question qu'il leur pose, mais qui veut changer? Et là il n'y a plus personne. Donc oui, on veut le changement. Mais c'est important de prendre conscience que le changement, c'est comme la couleur d'une pierre, tu vois. Si tu as une seule pierre rouge dans un tas bleu, eh ben on voit le tas bleu. Mais maintenant, si toutes les pierres deviennent rouges, eh ben on verra le tas rouge et plus le tas bleu. Donc c'est important de prendre conscience, oui, il y a les actions extérieures à faire, mais aussi, en parallèle, il y a l'action intérieure. Et ça, on peut pas en faire de l'économie. Alors, mon cher Stéphane, je sais pas si tu t'entends dans le casque. Oui, maintenant c'est bon, Nathalie. J'ai trouvé le bon bouton. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est un peu une métaphore de l'existence. Quand on trouve le bon bouton et qu'on l'actionne, ça marche. Exactement. Mais c'est ça qui est beau, Nathalie, c'est la beauté. Et j'apprécie aussi ton livre, c'est le ton que tu utilises dans ton livre, comment tu nous adresses des choses simples, mais avec tellement de punch et de fraîcheur. Et j'ai trouvé de la fraîcheur dans ton livre. Et comme prendre des histoires, ce bouton qui tout d'un coup devient une belle expérience de vie et une leçon de vie. Voilà, mais ça demande de pas lâcher, c'est vrai, et d'aller chercher encore et encore, voilà, et de pouvoir mettre en place, comme tu le disais, des conseils évidemment que vous pouvez à la fois glaner sur Radio Médecine Douce ou ailleurs, mais faire votre propre boîte à outils. Voilà, toi tu es vraiment aujourd'hui un enseignant qui va transmettre des outils de bien-être. Je pense que chacun doit trouver les outils qui lui font du bien et savoir les utiliser eh bien chaque jour dans une hygiène de vie énergétique, globale, émotionnelle, mais pouvoir trouver en soi déjà l'apaisement chaque matin quand on se réveille. Et je trouvais ça vachement joli, cette idée de climat intérieur. Est-ce que c'est le réchauffement climatique à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est apaisé? C'est une super métaphore. C'est une très belle métaphore et c'est vrai. En plus. Il faudrait que le soleil brille sans qu'il y ait trop d'intempéries et qu'on puisse trouver cet espace. Mais même les jours où il y a de l'intempérie, savoir mieux le vivre, mieux l'intégrer, mieux l'accepter. C'est ça. Alors, on démarre cette émission, vous le savez, par une histoire, un conte. Et moi, j'aime aussi, tu parlais du livre et du ton et des métaphores. Je crois que l'inconscient, évidemment, saisit beaucoup de choses à travers des métaphores et des métaphores simples. À travers les contes, on saisit depuis enfant des leçons de vie importantes. Donc voilà, comme à notre habitude, on va démarrer par une histoire, mon cher Stéphane. Avec grand plaisir. Alors, quelle est cette histoire? Écoute, je vais bientôt rentrer chez moi en Écosse et cette histoire, c'est pas un conte de sagesse védique ou soufiste comme on a l'habitude aussi de temps en temps de raconter. Non, c'est une histoire qui se passe quand même à la fin du 19e siècle dans la nouvelle ville, dans Newtown à Édimbourg. Et puis, voilà, c'est un gentleman, il reçoit à chaque fois son journal et puis il part le matin pour aller à son travail avant de passer toute cette journée intensément à son bureau et de retourner chez lui. Le matin, il reçoit son journal, mais comme les hommes d'affaires, tu sais, on n'a jamais le temps en tant qu'homme d'affaires. La vie avait un rythme très rapide, donc il en profite. Il a 15 minutes exactement pour aller à son travail à pied, donc il en profite pour lire le journal en marchant. Donc il lit son journal, etc. Malheureusement, dans cette nouvelle ville, ils sont en train de faire quelques travaux. Et ceux qui ont commencé à faire les travaux n'ont pas été assez attentifs. Ils n'ont pas mis de barrières pour éviter les gens de tomber dans des trous, etc. Mais lui, il est avec son journal. Donc il avance. Et ce qui devait arriver arriva. Il tombe dans un trou qui était en train d'être fait. Et là, il voit le trou. Il est plongé dedans, un petit peu de flaque d'eau. Son beau costume est sale. Et là, il commence à pester, à râler. Il remonte, il se lève. Il continue son chemin, tout en lisant, quand même, en tant que le gentleman, le journal. Il va à son travail. Il passe une journée, tant bien que mal. Il retourne par un autre passage pour aller chez lui. Le lendemain, tu sais, l'homme est fait d'habitude, qui se répète encore et encore. Il reprend son journal, il va à son travail, et puis il lit son journal toujours sur le chemin. Il arrive vraiment
ces personnes qui étaient aux constructions ne sont vraiment pas attentives parce qu'il y a toujours aucune protection barrière. Il retombe dans le trou. Et là, il dit, mais c'est pas vrai, mais c'est infernal. Ils ont rien fait. Et là, il commence à pester, tout ça. Et puis il se dit, ah oui, mais c'est vrai. Hier, ça m'était arrivé quand même. Allez. Il se secoue un peu, mais quand même moins en colère que la dernière fois parce que il se sent un petit peu fautif dans cette affaire. Il va à son travail, il prend un autre chemin pour retourner. 3e jour, Nathalie. L'homme est un homme fait d'habitude. Il reprend son journal, il lit son journal. Mais là, il y a une petite alerte qui arrive. Il arrive juste devant le trou. Il baisse son journal et dit, cette fois-ci, on ne me le fera pas. Et volontairement, il saute dans le trou. Il ressort, il dit, cette fois-ci, hein, on n'y a pas pris à 2 fois. Et il retourne travailler. On peut en rire. Hein. Mais en fin de compte... Non, mais c'est le paradoxe de l'humain. Ça. C'est le paradoxe de l'humain et on peut s'inclure dedans aussi. Hein. Bien sûr. Soyons sincères avec nous-mêmes. On est certainement aussi dans ce paradoxe. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience du cheminement, comment une habitude peut se créer et des fois aussi comment une habitude nocive peut se créer à notre dépens. Alors la première fois, tu vois, quand une personne considère qu'elle a fait une erreur, en fin de compte, je la rassure, ce n'est pas une erreur. C'était un manque de conscience. Mmh. La première fois que vous allez dans une direction, peut-être que ça vous a causé du tort, ou peut-être ça a été déplaisant, mais ce n'est pas une erreur, mes amis. C'est un manque de conscience. Par contre, si vous répétez ce manque de conscience une 2e fois, là, ça devient une erreur. Si vous le répétez une 3e fois, ça devient une habitude. Si vous la répétez une 4e fois, ça devient votre personnalité. Et si vous continuez à la répéter encore et encore, ça devient votre destinée. Donc c'est là où c'est très important de prendre conscience. Comment je peux prendre conscience des choses qui m'arrivent pour justement voir, tiens, ok, j'ai mis en place cette habitude, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'elle me convient encore ? Et on s'apercevra qu'en fin de compte, on a plein d'habitudes qui ne nous satisfont plus du tout et qui ne correspondent surtout plus à notre état d'âme, conscience, d'humeur, peu importe du moment. Mais comme tu le dis, c'est intéressant parce que le moment où ça devient, on l'intègre à notre personnalité, finalement on se dit, voilà, je suis comme ça fait partie de moi. Et c'est vraiment le grand piège. Je m'intéresse depuis quelque temps, c'est intéressant qu'on ait cette histoire ce matin, à l'outil qui est l'énéagramme. Oui. Et justement, on parlait de Laurent Gounel avant de démarrer l'émission. Laurent Gounel, son dernier bouquin, parle d'une histoire qui est romancée autour de l'énéagramme, des types de personnalités. Et en fait, on comprend bien dans ce livre, on comprend bien quand on s'intéresse à l'énéagramme que c'est juste comprendre sa tendance, mais ce n'est pas s'approprier le type. Donc il y a plusieurs types de personnalités, 9. Voilà, et c'est pas de se dire je suis ça. Et c'est vrai que hier je me suis surprise à me dire voilà, d'avoir cette pensée de ah oui, mais c'est normal que tu réagisses comme ça puisque tu es ça. Tu es le 4 en énéagramme et que le 4 réagit toujours comme ça. Et presque voilà ce manque de conscience qu'on peut avoir certaines fois de vouloir eh bien s'approprier certains traits de personnalité qui sont pas forcément les meilleurs et de se dire bon c'est une fatalité, je suis comme ça, au lieu d'essayer d'y mettre de la conscience et de se dire est-ce que je continue vraiment avec cette habitude-là, avec cette partie-là de moi, ou est-ce que il est temps de m'en défaire et de passer à autre chose et de faire de la place à autre chose. Alors, effectivement, l'énéagramme, c'est un très bon outil, mais comme tout outil, c'est important de ne pas s'attacher à nos outils. C'est ça. Parce que c'est comme si, tu vois, je dois prendre ma voiture pour aller à Grenoble, et à la sortie de Paris, à un moment donné, j'arrive à trouver une pancarte qui dit Grenoble, et tout d'un coup, je crois que je suis arrivé. J'ai trouvé, j'ai dit, c'est ça là, c'est ça Grenoble, cette pancarte verte, etc. Ah, mais c'est ça, c'est vraiment ça Grenoble. Mais non, c'est la pancarte qui te donne la direction. Et la problématique des fois des outils, c'est que en fin de compte, les gens, en découvrant un outil, après, on reste coincé dans l'outil. On reste coincé parce que nous ne sommes pas ça. Nous sommes bien plus que ça. Parce que lorsque on dort, où sont toutes nos identifications ? Est-ce qu'il y a le sommeil d'un homme stressé, le sommeil d'une femme d'affaires ? Est-ce qu'il y a le sommeil d'une personne égoïste ? Est-ce qu'il y a le sommeil d'une personne joyeuse ? Où sont nos identifications ? Lorsqu'on s'endort, toutes ces identifications s'arrêtent. Et pourtant, il y a quelque chose qui subsiste au-delà, la conscience, tu vois. Mais comment je peux me relier plus à la conscience que à toutes mes identifications ? Et ce qui nous fait souffrir la plupart du temps,
c'est la relation qu'on peut avoir avec notre ego, hein, parce que c'est toutes les personnalités, toutes les identifications sur lesquelles on s'est bâti, on s'est créé. Et des fois, on s'accroche à l'identification. Mais combien d'identifications, combien de rôles on peut avoir dans notre journée? Tu prends une femme, par exemple, au foyer, mère, qui fait un travail énorme pour l'éducation. Mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi une épouse, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi peut-être une sœur ou une belle-sœur, mais elle n'est pas que ça. Donc, combien de fois, ou nous-mêmes, nous ne sommes pas arrêtés au rôle que nous jouons? Et la plupart du temps, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on s'accroche à nos rôles. Et quand on n'arrive plus à être nourri à travers un rôle, on passe à notre étape, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Et c'est là où c'est intéressant. C'est comment je peux vivre ma vie sans m'attacher au rôle que je joue momentanément, parce que je l'ai fait à 100%. C'est comme si je vais jouer une pièce de théâtre, je peux pas dire, non, je m'attache pas au rôle du vilain. Non, je vais la faire à 100%. Je vais jouer le rôle du vilain. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire où j'étais en Inde dans les années 1996, 97. On était allé voir un film bollywoodien. Hein. Donc c'était long, c'est les films bollywoodiens. Tu sais, c'est 2h30, 3 heures. Alors quand on a commencé à regarder, mais aussi, mais ça n'a pas de fin, ça n'a pas de fin. Et à un moment donné, il y a le vilain qui commence à prendre le dessus sur le protagoniste. Et là, t'as les Indiens qui se sont levés. Et s'ils avaient eu des tomates, des bâtons, ils seraient tapés, vraiment. Tu sais, ils étaient tellement pris dans cette scène de ce film. Et c'était marrant de voir ça. C'était vraiment marrant de voir ça. C'était intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de distance entre le fictif et le réel. réel. Ouais, on était dans une petite ville. Tu sais, pour nous, ça nous interloquait parce que tu vois. Mais c'était beau parce que d'un certain côté, c'était vivant. En fin de compte, bravo à ce vilain. Parce qu'il avait su mettre assez d'émotion dans son jeu, dans son rôle, pour faire en sorte que les spectateurs étaient tellement pris au jeu qu'ils se sont crus dans la réalité. Et des fois, c'est ce qui nous arrive. On joue tellement de rôles, on prend tellement d'habitudes nocives, qu'on a créé cette scène de théâtre, et on est tellement bon dans notre rôle, Nathalie. On est tellement bon qu'on est maintenant pris à notre propre piège, et on arrive à peine à se sortir. Et c'est là où la souffrance arrive. La souffrance arrive parce que on n'arrive pas à faire la dissociation entre ce qui est vrai et ce qui est plus vrai. Des rôles qu'on joue et des rôles qu'on ne joue pas. Après, les accroires qu'on se fait, les accroires qu'on se fait pas. Tu vois, je me souviens quand j'étais enfant, Stéphane, lui, il s'était créé un petit personnage. Quand il était sage, tout le monde l'aimait. Voilà. Mais quand il était pas sage, plus personne l'aimait. Surtout dans une fratrie, tu vois, une fratrie nombreuse. Et ensuite, il s'est dit, voilà, il a trouvé l'astuce. Le petit Stéphane, il a trouvé l'astuce. Quand il est sage, on l'aime. Donc, il joue un rôle. Mais à un moment donné, dans cette adolescence, tu vois, ce rôle-là ne le convient plus parce qu'il a besoin de s'exprimer, puis il a besoin de s'extérioriser. Donc, forcément, tu vois, il y a des choses. Mais ça, des fois, on n'en est tellement pas conscient et on a tellement peu fait de travail sur nous qu'on reste encore coincé avec des rôles comme ça. Quand on était enfant, quand on était adolescent, peu importe. Mais comment on peut peut-être, pour cette année 2019, comment je peux me renouveler ? Pas simplement aller renouveler notre garde-robe, mais comment je peux vraiment aller se renouveler maintenant dans nos habitudes nocives, nos croyances limitantes, nos attentes envers soi-même et envers les autres. Les concepts que je me suis créés qui étaient positifs à un moment donné, certainement à 15-20 ans, c'était certainement positif. Maintenant, à 48 ans, c'est peut-être plus positif. Ouais. Les armures. Les armures. Ouais. Un point très important, Nathalie. Comment je me suis créé cette armure? L'ego a besoin de se créer tout ça. Mais à la fois, c'est pas de le blâmer, hein. C'est un très bon ami parce que si on n'avait pas vécu ça à un moment donné, par exemple, des fois dans notre vie, je me souviens, effectivement, vers plutôt la période d'adolescence, il a fallu que je crée un personnage en disant que voilà, je suis capable de m'en sortir par moi-même, tu vois. Mais à la fois, dans un cocon familial ou une mère très, très, très attentionnée. Voilà. Et si j'avais pas créé ça m'aurait pas donné l'impulsion, tu vois, pour aller peut-être voyager, peut-être pour aller dans cette quête spirituelle que j'ai commencé très jeune. Donc, c'est important de voir que rien n'est à blâmer. C'est ça qui est beau. Rien n'est à blâmer. On n'a pas à se blâmer, on n'a pas à se blâmer ou à se taper un bâton sur la tête, non. Bien sûr.
Même à remercier ces parties-là de nous qui nous ont protégés peut-être pendant un temps de notre vie où on en avait besoin. Peut-être il y a des choses aussi dont on a fait le déni, des gens qui n'ont plus certains souvenirs de leur existence et c'est pas blâmer cette partie-là de nous qui a juste quelque part caché ce souvenir pour tout simplement nous aider. C'est des stratégies inconscientes, mais c'est pour nous aider à survivre. Un petit peu comme tu le dis, c'est-à-dire la construction de notre personnalité, c'est juste une stratégie qu'on trouve pour avoir une certaine lecture du monde. Et le souci, c'est qu'après, comme on détient cette vérité-là, on attend que l'extérieur valide sans cesse. Et puis si c'est quelque part une histoire qu'on se raconte qui est pas forcément la plus positive, l'extérieur va ne faire que valider une histoire qui n'est pas positive. Mais une personnalité, finalement, c'est une stratégie une manière d'aborder l'existence. Et c'est intéressant de pouvoir aller regarder ça et se dire, ok, dans quelle mesure je peux être un peu plus libre de cette personnalité-là. C'est ça, c'est tous les jeux, les contre-jeux. Mais quel chemin? J-E-U et J-E aussi. Alors, justement, cher Stéphane, concrètement, si on devait donner un conseil à nos auditeurs pour qu'ils mettent en place peut-être un détachement, on parlait de détachement de certaines habitudes nocives, de certains conditionnements, de certaines protections. Déjà, peut-être la première étape, avoir conscience, mettre plus de conscience et de lucidité. Oui, alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans les différentes émissions, Nathalie. Bon, en tout cas, si j'en ai parlé, ça fait jamais de mal de se répéter. Donc, il y a 4 étapes d'intégration qui sont très importantes. C'est passer de mon incompétence inconsciente à la deuxième étape qui est mon incompétence consciente. Est-ce que je deviens conscient de mes incompétences ou aussi de mes habitudes nocives? On peut envelopper ça. C'est-à-dire que quand un enfant, sa mère lui fait son lacet, il est inconscient qu'il est incompétent. Mais après, quand il voit tous ses petits camarades faire leur lacet et lui, il est encore à attendre sa mère ou peut-être l'institutrice pour lui faire son lacet, il prend conscience d'une incompétence. Donc forcément, la troisième étape est importante. C'est je vais mettre de la conscience dans ma compétence. Donc combien de temps ça va durer? Ça dépend de chacun. Mais je dirais que c'est l'étape essentielle pour que ça devienne une compétence plutôt inconsciente. C'est devenu intégré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, Nathalie, je peux prendre une feuille de papier. C'est un conseil que, en tout cas, quand j'anime mes séances de coaching et que j'accompagne les personnes, c'est des fois un outil que j'utilise pour vraiment faire un temps d'arrêt et de se dire, ok, voilà, quelles sont les habitudes nocives que j'ai mis depuis les 5 dernières 10 années peut-être? Les 5-10 dernières années, quelles sont les habitudes nocives qui sont venues vraiment intégrer à mon quotidien, mais qui ne donnent plus de joie, qui ne me font plus vibrer, qui n'apportent plus de joie à l'extérieur, non plus de joie à l'intérieur non plus. Quelles sont ces habitudes que j'ai mis en place comme une routine et qui, en fin de compte, si je m'arrêtais dessus consciemment un peu de temps, je m'apercevrais qu'elle n'a plus sa place ici, aujourd'hui, en 2019. Donc, c'est faire ce travail de conscience, prendre une feuille de papier et lister ses habitudes. Lister ses habitudes et peut-être faire une autre colonne en disant, tiens, laquelle je veux garder, laquelle je suis prêt à laisser, laquelle peut-être je suis pas prêt à laisser parce que il faut pas se leurrer. Une habitude, on a beau à se plaindre ou à blâmer les autres, ça nous apporte quelque chose, on est encore gagnant, c'est parce que on en retire quelque chose, même si on n'en est pas conscient. Mais il y a un bénéfice secondaire à la souffrance. C'est ça. Et ça aussi, c'est intéressant de le mettre en lumière parce que pour beaucoup d'entre nous, ça nous semble fou que quelque part cette situation qui nous rend malheureux puisse nous apporter dans une autre mesure une forme de confort. Et oui, j'en parlais une fois avec une personne que j'accompagnais justement. Sa problématique, c'était, elle était malade. Elle voulait sortir de sa maladie, c'était le changement le plus important qui lui importait. Mais au fur et à mesure de l'accompagnement, on s'est rendu compte que elle avait tellement de peur d'être bien, parce qu'après, elle perdait le regard, l'attention des autres, etc. Donc là, c'était tout un travail à faire pour justement aller rechercher à se redonner de l'amour à l'intérieur, de l'attention. Comment je peux nourrir aussi cette partie de moi qui a souffert, ce petit enfant, qui a souffert, cet adolescent, qui a souffert aussi, cet adulte qui souffre. Comment je peux aussi jouer le rôle extérieur de celui qui va m'apporter à moi-même. Voilà, ça c'est aussi important. C'est essentiel, je dirais, de redevenir
le meilleur parent pour soi. Bien sûr. Ça, c'est... Tous ces archétypes en nous de parents bienveillants qui prennent soin de notre enfant intérieur. Voilà. Mais parfois, c'est vrai que en côtoyant des enfants, ça peut faire cet effet miroir aussi. Je trouve que quand on prend soin d'un enfant, quelque part, c'est tout de suite en miroir de notre enfant intérieur. Et même si on n'a pas d'enfant autour de nous, eh bien, voilà, faire un cheminement, un accompagnement, peut-être même personnel, hein, faire rien que faire une forme de méditation, voilà, guidée où on rencontre son enfant à l'intérieur de soi. Exactement. On vient le récupérer, on le prend dans nos bras, on se met à son écoute. Exactement. Ça peut être important. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Voilà, une petite visualisation. Il n'y a pas forcément de règles précises à suivre, simplement d'aller rencontrer l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Mettre de la conscience, c'est la règle importante. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc. Mais je crois que c'est ce qui marquera notre année 2019, c'est vraiment ce terme de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à ça. Oui. C'est hallucinant. Oui. On voit les journaux mainstream titrés avec des... Voilà, il y avait Thomas Dansembourg qui était en couverture, je sais plus de quel magazine, Le Point, ou voilà, avec la CNV. Donc aujourd'hui, on voit que la méditation, la communication non violente, l'écologie, enfin tous ces questionnements-là qui... avant, n'avait même pas lieu d'être. Même en 2018, on parlait du végétarisme, c'était pas encore intégré. Oui, c'est clair. Et là aujourd'hui, on parle même de faire une journée le lundi où on ne mange ni viande, ni poisson, ni produits d'origine animale. Alors, en fin de compte, toutes ces choses, ça donne une impulsion, tu vois. Et je dirais souvent aussi que des fois, quand nous manquons d'esprit, nous inventons énormément de règles. Tu vois. Mais quand l'esprit est là, en fin de compte, il n'y a plus besoin de règles. Ça vient d'une façon inhérente, tu vois. Et c'est pour ça que je dirais que les outils ont leur importance, mais à trouver cet esprit joyeux, tu vois. Aller dans cette joie profonde et on s'aperçoit que naturellement, on en vient à être en harmonie avec ce qui nous entoure. Et ça, il y a quelques années, on parlait beaucoup du développement durable. Tu vois, ça, c'était vraiment la base. Mais si on s'arrêtait simplement un instant à regarder la nature est en permanence en développement durable, en recyclage. C'est ça. C'est un exemple. Le divin, Dieu, peu importe, la conscience, le créateur, l'architecte du monde, peu importe, a créé déjà ça depuis des milliers, des milliards d'années. C'est un recyclage permanent. Donc je dirais que le bon sens pour moi, c'est d'aller revenir à ce que la nature nous a donné et être de plus en plus en équilibre et en harmonie avec cette nature intérieure. Et là, on retrouve notre recyclage intérieur, notre développement durable, notre climat intérieur. Voilà, et on fait de la place, en effet, finalement, à des choses qui nous apportent profondément de la joie et de l'enthousiasme pour l'existence. C'est ça. On repense à cette baguette magique qu'on porte tous en soi et qui peut nous permettre justement de transformer une vie où on a l'impression que, tant pis, c'est comme ça, je pourrais jamais rien y faire. Ou comme on peut être avec soi-même un peu dans une fatalité, je suis comme ça, tant pis. Non, on transforme ça, sachez que vous en êtes capable et finalement le levier d'action, vous l'avez à l'intérieur de vous. Dans cette idée de devenir votre propre architecte aussi déjà, de ce monde intérieur que vous pouvez complètement réharmoniser, vous pouvez mettre du feng shui, vous pouvez disposer les choses différemment, penser les choses différemment, regarder les choses différemment pour que le monde extérieur se mette aussi à se transformer sous ce regard qui aura changé. Exactement. Alors, mon cher Stéphane, on peut te retrouver sur un site internet qui est stéphanero.com que j'ai affiché. Oui, tout à fait. Sur la description de l'émission. Je sais pas si tu veux nous annoncer quelque chose pour cette rentrée, s'il y a une petite actu. Non, écoute, ma résolution 2019, c'est de mettre ces 35 années de cheminement de quête de sagesse en livre. Donc ça, c'est vraiment mon attention. Donc voilà, 2019, je souhaite sortir ces bébés ou ce bébé, peu importe. Et puis passer plus de temps avec ma chérie, ça c'était une de mes résolutions, donc je le fais à la maison et à travers ça, ça me permet d'être beaucoup plus dans l'accompagnement des personnes, donc le coaching individualisé ou aussi la formation pour ceux qui veulent aussi accompagner des personnes à former, donc en tout cas accompagner les personnes à mieux respirer ou à méditer. Je donne des formations à distance par Skype et ça marche très très bien, donc voilà, c'est une série de formations sur la respiration, la méditation. Et un gros voyage pour cette année. Alors, il y a plusieurs voyages, mais ça y est, on a lancé le voyage, bientôt en tout cas, d'ici 2 jours, du Ladakh. On va aller à la rencontre de l'Himalaya bouddhiste. Wow. Et puis, donc, on a vraiment, avec notre agence Sadhguru Travel, on a vraiment concocté, je dirais, un voyage assez unique où on va rencontrer des lamas yogis. Et on va vivre une expérience aussi, bien sûr, il y aura toute la pratique qu'on amènera, mais aussi
l'interaction avec ces êtres qui ont dédié leur vie à cette voie. On va aller visiter des monastères à 3500 mètres, 4000 mètres, 4500 mètres. Voilà, c'est vraiment un voyage et spiritualité. Donc pour ceux qui sont intéressés à vivre ce voyage, bon, il faut être en bonne santé, hein, parce que c'est vrai que là, c'est un voyage qui sollicite à 3500 mètres. Mais après, ça se fait en douceur, en tout cas l'atterrissage et le temps. Et on va rencontrer en tout cas, une belle initiation aussi intérieure. Bah c'est ça, j'allais te dire un voyage extérieur pour finalement aller rencontrer aussi ses propres profondeurs. C'est intéressant, je pense que tous les voyages où on marche, où on sollicite le corps aussi, il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de résistance moi il m'arrive souvent en marchant, et c'est pour ça qu'au début j'aimais pas les randonnées, c'est parce que tout d'un coup j'avais l'émotionnel qui remontait mais à un niveau, il m'arrivait plein de fois la première heure de marche de ne faire que pleurer, jusqu'au moment où en fait le mental il lâche et où après je vis et je peux marcher 6 heures sans m'arrêter, mais la première heure parfois, je trouve que je sais pas ce que ça met en mouvement, mais ça vient faire travailler, ça vient nettoyer, c'est assez hallucinant. Où est-ce qu'on peut trouver des informations pour ce voyage ? Alors pour ce voyage, j'invite les personnes à aller sur mon site internet, ce que tu l'as très bien dit, stéphanehero.com. Là, ils peuvent laisser leur adresse email et leur nom, leur prénom, et puis ils vont recevoir prochainement. En tout cas, c'est déjà sur ma page événements. Il y a déjà l'information de ce voyage, même s'il n'y a pas encore tous les détails, mais ils sont finalisés. Donc d'ici 2 jours, c'est parti, c'est dans la boîte. Et les inscriptions se font jusqu'au 17 février pour ce voyage. Super. Voilà. Magnifique. Donc rendez-vous, chers auditeurs, sur www.stéphanehero.com. On vous souhaite de nouveau de passer un merveilleux début d'année 2019 dans la joie. Soyez les magiciens de votre vie. Merci à toutes et à tous. Merci Stéphane. À bientôt. Belle journée à tous.